nous vous remercions beaucoup pour ceux qui sont présents et puis pour ceux qui nous regarderont en différé. Je suis avec Raphaël Delplanque, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il dirige Venture Real Estate, qui est une société qui a décidé d'investir à la demande de 3 familles dans l'immobilier tertiaire. Et donc, on va commencer par une première question qui est très rapidement faire la courte histoire de Venture Real Estate, le pourquoi et le comment. Et puis, voilà, on va commencer déjà par le pourquoi et le comment, puis après, on va aborder d'autres petites questions. Raphaël, c'est à toi pour te présenter brièvement et présenter brièvement le fond. Eh bien, tout d'abord, Louis, merci de ton invitation. Et donc, c'est avec grand plaisir que je reviens parmi vous. L'histoire de Venture a commencé de façon relativement atypique. Moi, j'étais pendant 16 ans le patron de l'asset management financier de la Banque Rothschild à Luxembourg. Et dans ce cadre-là, il me paraissait intéressant, dans le courant des années 2013-2014, de pouvoir proposer un investissement sous forme pierre-papier d'immobilier et donc d'actifs physiques en décorrélation des positions des marchés financiers. Donc, c'est vraiment cet aspect de décorrélation et de gestion de risque qui nous a conduit, mais également la baisse de rendement significative à partir de l'année 2009-2008 sur les principaux placements défensifs que constituent la partie obligataire, les obligations et le cash. Donc, des familles, des clients m'ont sollicité pour créer un fonds immobilier, un Venture Real Estate Fund, pour justement venir adjoindre à côté de leur position en valeur mobilière un fonds qui détiendrait des actifs physiques pour la décorrélation à la fois de leurs performances et de leurs avoirs. Donc, la Venture est née de cette réflexion et donc a pris forme fin 2015, début 2016, avec l'achat des premiers actifs au courant de l'été 2016. Aujourd'hui, le fonds représente un investissement d'un peu plus de 240 millions d'euros, est investi sur un peu plus de 250 locataires et à des loyers annuels d'environ un peu plus de 15 millions d'euros. Donc, c'est un fonds qui a pris une taille significative avec une volonté de diversification importante. Je pense qu'en tant qu'ancien gérant, il est très important d'avoir une diversification à la fois sur la typologie des actifs, la typologie des locataires et la géographie. Donc aujourd'hui, Venture est un fonds pan-européen qui est investi en France, en Belgique, à Luxembourg et au Portugal et tout récemment, dans les 2 prochains mois en Espagne pour la première fois. Et donc, c'est vraiment une position qui a une vocation patrimoniale et de génération de rendement avec un objectif par capitalisation de 6%. Donc, voilà un petit peu la genèse du fonds. Les familles de l'origine, Raphaël, sont toujours présentes de manière significative. Est-ce qu'elles souhaitent toujours rester à un certain niveau ou est-ce qu'il n'y a pas de niveau minimum auquel elles souhaitent rester? Oui, les familles fondatrices souhaitent garder un investissement significatif dans le fonds. Donc ça, c'est très important. Il y a vraiment un alignement d'intérêts parce que l'objectif du fonds, c'est vraiment un objectif patrimonial. Aujourd'hui, les familles qui nous sont proches possèdent plus de 35% du fonds. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Le fonds n'a pas été monté dans un but je dirais, de créer une machine à produits, une machine de gestion immobilière. Le fonds a été monté avec des spécialistes dans le but de réaliser un investissement patrimonial. Donc, il y a une vraie vue patrimoniale au travers de ce fonds et je pense que ça nous positionne dans un marché qui est un marché de niche et qui nous permet de travailler avec des clients très qualitatifs. Nous avons commencé nos webinaires en 2020 avec toi. Quand on a parlé SCPI, tu étais avec deux gérants de SCPI qui intervenaient. 2020, pourquoi? Parce que c'est une année particulière. Pour nous, l'année où on a commencé les webinaires. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur l'année 2020? Vous aviez habituellement annoncé une performance cible de 6%. 2020 particulière sur laquelle vous faites un petit peu moins. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur comment s'est constituée la performance 2020 qui est finalement de 5,53? Tout à fait. Alors, par rapport à cela, donc l'année 2020, c'est une année, comme tu le dis très bien, Louis, vraiment très, très particulière. En ce sens, on a découvert des univers qui n'étaient pas imaginables jusque-là.
notamment le plus gros choc, c'était en mars 2015 avec l'annonce de Macron de mener une guerre sanitaire et de confiner la France, et les autres pays européens donc, ont suivi. Donc ça a été en fait la découverte d'un univers qui était jusque-là inconnu. Et donc on a essayé de prendre les choses de façon très défensive et patrimoniale, en ce sens où le premier réflexe que l'on a eu à mi-mars 2015, ne sachant pas ce qu'on allait avoir devant nous, c'était de contacter nos partenaires bancaires. Aujourd'hui, on a environ 17 partenaires bancaires qui nous financent. C'est de retourner vers eux et de se dire, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, mais par contre, si à un certain moment, il y a un niveau de stress, est-ce que vous êtes OK pour nous accompagner et reporter certaines échéances bancaires? Donc ça, c'est le premier élément de sauvegarde, en fait, de bon sens. Et tout de suite, on a vu que les partenaires bancaires ont joué le jeu, parce qu'eux non plus ne savaient pas ce qu'ils allaient rencontrer dans les mois à venir. Et on voit que les États ont joué également leur jeu, les politiques ont joué leur jeu, parce que les messages étaient vite passés au niveau des acteurs bancaires. Et en l'espace de quelques jours, on a eu la confirmation que ces pôles bancaires étaient d'accord, si nécessaire, de reporter ces échéances bancaires. Donc, c'était un premier point. Le deuxième point, c'était de revenir vers nos locataires, parce que rappelons-le, le 15 mars, on est quand même en pleine période de facturation, c'est-à-dire qu'on établit nos factures vers le 15 mars, entre le 15 et le 31 mars, on établit nos factures pour le deuxième trimestre de l'année. Donc, on est en plein moment charnière, et c'est à ce moment qu'intervient cette nouvelle. Donc, par rapport à ça, on a eu un gros travail de communication par rapport à nos locataires qui étaient aussi dans le flou. Et ce que l'on a constaté, c'est que tenant compte de la diversification de nos locataires et leur typologie, qui sont principalement des grandes entreprises, eh bien, on a constaté qu'au bout de fin avril, mi-mai, on avait encaissé plus ou moins 80% de nos loyers. Donc, par rapport à ça, on voyait que les locataires voulaient jouer le jeu. Et donc, on n'a pas eu de sujet parce que fin juin, le 90% de nos locataires avaient payé, donc on n'avait pas vraiment de sujet par rapport à cela. Donc ça, c'était la première étape, en fait, donc c'est la découverte de la nouveauté. Ensuite, le deuxième confinement de novembre, lui, n'avait pas beaucoup d'impact sur nous parce que les loyers avaient déjà été facturés et en partie payés. Donc, on a eu un taux de recouvrement qui était très fort pour le quatrième trimestre de l'année. Donc, ce quatrième trimestre n'a pas eu vraiment d'impact sur nous. Et voilà, on a un impact qui s'est matérialisé dans une partie faible de notre patrimoine, c'est-à-dire que pour 3,8% de nos actifs, nous détenons des restaurants et des commerces, donc principalement des commerces d'ailleurs. Alors dans ce spectre de 3,8 qui représente 3,8% de nos revenus locatifs, eh bien deux locataires ont fait défaut en septembre, donc ils ont fait faillite. Il y avait un courte-paille et une sandwicherie. Mais bon, ceci dit, ça représente une partie négligeable de revenus locatifs parce que ces deux commerces réunis représentent 80 000 euros de loyer annuel sur des loyers globaux pour le fonds de plus de 15 millions d'euros. D'accord. Et est-ce que, du coup, ce qui fait la différence de performance entre 2019 et 2020, ce sont des provisions que vous prenez, ou est-ce que ce sont… enfin, quelle est la partie de provision, s'il y en a eu, et quelle est la partie de pertes effectives? Alors, par rapport à ça, les valorisations des actifs sont tenues parce qu'on n'est pas du tout dans une crise du marché immobilier. Et ça, je reviendrai peut-être pour les prévisions 2021 par rapport à cela. On a quand même des marchés qui se tiennent. Certains pans sont affectés, typiquement des commerces qui sont un petit peu en distress à ce jour. Mais notre performance, on l'a voulu prudente parce que n'oublions pas, on est un fonds patrimonial. Donc, ça ne nous empêche pas d'être opportuniste et on le verra pour certaines acquisitions qu'on a réalisées fin 2020 et que l'on va encore réaliser en 2021. Mais néanmoins, le pilotage du fonds est vraiment un pilotage patrimonial. On sait que les gens et les investisseurs ou les familles qui sont investis dans notre fonds sont vraiment investis pour une vision de moyen long terme avec une stabilité de performance. Donc, par rapport à ça, en comité fin
fin de l'année et début du mois de septembre, nous avons pris la décision d'être un peu prudent par rapport aux valorisations et donc de créer certaines provisions tenant compte d'un environnement que nous ne maîtrisons pas totalement. On voit aujourd'hui que certains pays reconfinent certaines zones. C'est assez aléatoire. D'ailleurs, entre par exemple la Belgique, la France, le Portugal sont des politiques qui sont parfois différentes et donc des économies qui sont impactées différemment ou des secteurs qui sont impactés différemment. Donc, par rapport à ça, on a voulu une certaine prudence et cette prudence se marque par une performance nette de frais pour l'investisseur en 2020 de 5,53%, qui est légèrement en deçà de notre rendement cible qui se situe à 6% net de frais pour l'investisseur. Donc voilà, une légère quelque part sous-performance par rapport à notre objectif, mais qui dans une année vraiment spécifique et donc que nous pensons être tout à fait honorable. Justement, la performance, plusieurs moteurs de performance chez vous, puisqu'il y a plusieurs styles de gestion. Il y a ce qui est le core, le value added et les opportunités. Est-ce que tu peux revenir, Raphaël, sur ces trois sujets que vous retrouvez en fait dans le diagramme du bas de la diapositive? Si tu peux revenir sur ces trois éléments de performance? Alors, par rapport à cela, donc alors pourquoi, et je vais compléter un petit peu ta question, si tu me le permets, Louis, c'est pourquoi le fonds résiste aussi bien en 2020? Alors, c'est principalement dû à sa diversification. Donc, il est très diversifié, il est sur 4 pays, il est très diversifié en termes de typologie d'actifs, de localisation. Aujourd'hui, il y a 81 actifs dans le fonds. On a plus de 250 locataires et tout ceci crée de la stabilité dans le fonds et crée de la stabilité dans la performance. L'autre point qui est très important, c'est que nous ne sommes pas sur de l'immobilier prime. Nous sommes sur de l'immobilier de rendement. Donc, quand on rentre en process d'acquisition sur des actifs, le rendement que l'on cible entre le loyer et le prix d'acquisition, c'est un rendement qui va se situer entre 7 et 7,5%. Donc ça, c'est déjà une donnée qui est importante. Ça veut dire que dans notre fonds, il y a une vraie génération de valeur qui est créée par les loyers et donc par la location. Et donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, une bonne part des loyers proviennent d'actifs core plus. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais on s'autorise bien évidemment à aller chercher des actifs core, donc qui ne sont pas sur des endroits prime, mais qui sont de très bonne qualité, voire des actifs value add, donc qui nous permettent de faire un travail d'asset management et de pouvoir renforcer ou augmenter la valeur de nos immeubles. Je prends un exemple, on est capable d'acheter des immeubles qui sont loués à 70%, 75% et faire un travail d'asset management pour essayer de le remonter vers le zéro vacance ou en tout cas vers les 90% ou 95% d'objectifs d'espace loué. Donc ça, c'est très important aussi ce travail. Donc il y a une génération de performance qui se crée sur ce type d'actifs value add. Et pour une petite partie de notre investissement, environ 5% de la taille du fonds, nous nous autorisons à réaliser des opérations de marchand de biens, donc qui sont des opérations de court-termistes pour lesquelles on veut des TRI qui situent entre 12 et 15%. Donc tout ceci combiné crée une diversification de génération de performance et donc a créé en 2020 cette performance de 5,53%. Donc ce n'est pas un facteur isolé qui crée une performance, c'est vraiment une multiplicité de facteurs qui combinés ensemble permettent une stabilité de performance. Bien compris. Donc, la plupart donc, ce qui est le cœur du portefeuille, c'est de l'immobilier qui est détenu, l'immobilier de rendement qui est détenu longtemps. Oui. La deuxième partie du portefeuille, c'est de l'immobilier dont on sait quand on l'achète que on va chercher à augmenter sa valeur ou son rendement. Hein, c'est ce que j'appelle le. Et puis après, on a des opérations plus court terme sur lesquelles vous savez qu'il y a soit sur une partie de ce que vous avez acheté, soit sur la totalité de ce que vous avez acheté, la possibilité de faire une plus-value à court terme. Et donc, du coup, ça vient un peu doper le rendement. Exactement. On peut prendre des exemples. Est-ce que dans la présentation, ou est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux exemples sur 2020? Oui.
pourrait, Tout à fait. En fait, sur des exemples assez, je dirais assez atypique au cours de l'année 2020, c'est que par exemple, on pourrait se dire que, et ça on reviendra peut-être un peu plus longtemps un peu plus loin dans la présentation sur le bureau par exemple, on pourrait très bien se dire, ben voilà, le bureau c'est un secteur qui va souffrir. Certes, il y aura des difficultés dans la partie bureau sur certaines typologies de bureaux, mais néanmoins, quand nous regardons notre parc, eh bien, on a réussi à relouer des surfaces dans des immeubles proches de Paris. Par exemple, je prends l'exemple d'un immeuble que nous possédons à Choisy-le-Roi. Ben, nous avons réussi à relouer au cours de l'année, donc pendant les périodes de Covid, donc c'était, je pense, en juin de mémoire, entre juin et septembre, on a réussi à relouer des espaces sur des surfaces significatives dans cet immeuble, d'immeuble de bureau. Donc là, c'est tout un travail aussi d'asset management et de property management qui est important. Et donc, nos immeubles sont travaillés de façon permanente. Et ce travail paie, parce qu'à la fin, on connaît nos locataires, on connaît parfaitement nos immeubles, et donc on arrive à les remplir avec une grande satisfaction et une rapidité peut-être un peu supérieure au marché. On a réalisé des opérations par exemple, à Metz, on a acheté un bâtiment qui jouxte la gare de Metz, qui est d'ailleurs élu une des plus belles gares de France cette année. On a un bâtiment d'une surface très importante, en pierre de taille, c'est un immeuble assez iconique à Metz. Et donc cet immeuble, on l'a travaillé, on l'a acheté avec une certaine partie de vacances, et on est en train de travailler cette vacance. Et aujourd'hui, on a déjà reloué à de grands acteurs locaux une partie des surfaces, et on est à bout touchant pour compléter l'espace vacant. Donc voilà, il y a tout ce travail qui a été contre-cyclique quelque part par rapport à ce qu'on peut penser du marché en 2020. Et donc ça, c'est tous ces efforts paient, et ça, c'est de nouveau, ça se traduit au niveau de la performance. Donc voilà, il y a des choses qui n'ont pas, qui ont été dans le sens du travail et pas forcément dans le sens général du marché. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a déployé environ, on a déployé 16 acquisitions. Donc en 2020, on a augmenté nos surfaces acquises de 22%. On a augmenté nos revenus locatifs de 25% environ, et nos surfaces louées par rapport à 2018 de 30%. Donc il y a un vrai travail par rapport à ça, et 2020 n'a pas été un frein majeur dans ces opérations. le taux d'occupation quand on fait la petite revue immobilière que l'on a sous les yeux, le taux d'occupation est aux alentours de 90 pour ce qui est physique ou Oui, 92 pour ce qui est financier. oui. Est-ce quelque chose qui s'est un peu dégradé sur 2020 ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté stable et comment on peut remonter sur ce taux-là? Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nos opérations de marchand de biens qui représentent entre 3 et 5%, forcément, c'est de la vacance immédiate. Donc, ça veut dire que systématiquement, nous sommes entre 95 et 97% de vacances, et donc, pardon, d'occupation. Donc, 3 à 5% de vacances, c'est mieux. Et donc, ça veut dire que le delta, donc entre les 90 et les 95 ou les 90 et les 97, c'est vraiment de la vacance locative que l'on essaie de résorber. Donc voilà, on a toujours ce taux qui reste stable, et donc on n'a pas vraiment de sujet par rapport à ça. Et 2020 n'a pas été une année particulièrement mauvaise à ce niveau-là, elle est restée stable par rapport à 2019. Alors, on a parlé de 2020, maintenant en 2021, là encore, on a un certain nombre de questions des gens qu'on rencontre, qui nous disent, mais bon, investir en immobilier tertiaire dans les conditions actuelles, est-ce vraiment bien raisonnable? Les gens sont tous en télétravail. Enfin, il y a ce côté issu de la presse qui nous amène à être assez prudent. Et du coup, par rapport à ça, quelle est vous, votre vision et puis, quelle est votre réponse à la question? Oui. Alors, par rapport pour 2021, on va clairement s'inscrire dans la continuité de 2020. Donc, on va continuer à avoir une gestion prudente, avoir un gros travail de sélection des actifs que l'on achète, parce qu'aujourd'hui, on est en cours également de déploiement. Donc, on déploie à l'heure actuelle entre 45 et 50 millions d'euros. On se veut aussi opportuniste dans une période comme celle-ci, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, certains secteurs sont en souffrance, donc il y a certainement des opportunités à aller chercher dans ces secteurs. Mais on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, sur la partie immobilière, en tout cas celle qui nous intéresse, on soit vraiment dans une sorte de braderie. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut relativiser un petit peu ce que l'on entend sur la partie immobilière par rapport au rendement de la partie financière. Aujourd'hui, pour un vendeur, en tout cas un vendeur privé ou même un institutionnel, à partir du moment où il vend, eh bien, forcément, il reçoit du cash et ensuite, il se pose la question de savoir ce qu'il va faire avec le cash. Aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça. On a quand même des marchés actions qui peuvent être volatiles, qui se tiennent bien parce qu'ils sont aidés par les banquiers centraux qui soutiennent les marchés et qui font un excellent travail. On a un marché obligataire qui, même si les rendements ont progressé légèrement ces derniers mois, mais qui reste quand même assez déprimé. Et on a du cash qui peut parfois coûter. Donc, on peut être en rendement négatif sur le cash. Donc, tout ceci amène les acteurs et notamment les vendeurs à mesurer les prix de vente par rapport au réinvestissement qu'ils pourraient en faire s'ils ne réinvestissent pas dans la partie immobilière. Ce qui est souvent le cas de la part des vendeurs privés, par exemple, qui analysent ça par rapport je dirais, aux placements financiers. Donc tout ceci crée un contexte qui fait que quand on regarde les rendements sur certains types d'actifs, même si ces actifs baissent en termes de valeur, eh bien on obtient des rendements qui restent attractifs par rapport au rendement des sous-jacents financiers. Donc, il n'y a pas vraiment de braderie par rapport à l'immobilier. Par contre, il y a certainement des conditions, des facilités que l'on peut négocier dans le cadre des achats. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'optimiser. Et donc, là, je prends le discours général pour la partie immobilière, et clairement, il y a certains secteurs qui sont délaissés aujourd'hui, qui pourraient constituer des opportunités dans les mois qui viennent, et je parle notamment des commerces. À l'inverse, on a des secteurs qui sont, à notre sens, surévalués, par exemple la logistique, et notamment la logistique du dernier kilomètre, qui est en fait très recherchée, parce que la logistique, on peut l'installer un peu partout. In fine, c'est de la tôle ondulée et de la robotique à l'intérieur pour la manutention. Mais quelque part, on pourrait, à partir du moment où les permis sont octroyés, on peut augmenter les permis de bâtir, recréer des entrepôts à côté. Donc, il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ça. Nous, on n'a pas visé la logistique et on voit aujourd'hui que les logisticiens se défont d'une partie de leur parc. Donc, on voit qu'il y a quand même certainement une bulle par rapport à ça. Parce qu'un parc de logistique aujourd'hui s'achète avec des rendements entre 4 et 4,5%, ce qui est très faible. Et donc, ce ne sont pas des cibles qui nous intéressent, ce sont des cibles qui sont trop chères. Et on voit des logisticiens se débarrasser de certaines parties de leur parc. Contrairement à cela, il y a des poches qui nous intéressent. Par exemple, la logistique du dernier kilomètre. Elles ont l'avantage de ne pas être extensives parce que souvent elles sont en zone urbaine. Donc, il y a une raréfaction des terrains et donc un enclavement de ces pôles de logistique avec des habitations ou autres. Donc, on ne peut pas agrandir les zones comme on veut. Et par contre, avec la croissance ininterrompue du e-commerce, eh bien, ces pôles sont devenus très recherchés parce qu'ils permettent à la fois le stockage du fret et la livraison ensuite au détail dans les cœurs de ville. D'accord. Et donc ça, cette opération nous intéresse, oui, et on en achète. En termes de zone géographique, donc vous êtes majoritairement présent en France en termes de surface, la Belgique et le Portugal, parce qu'il y a eu quelques achats récents au Portugal, donc le Portugal revient pour l'instant en termes de surface à la moitié de la Belgique, même un peu plus que la moitié, mais en valeur c'est beaucoup moins. Tu as parlé tout à l'heure de l'Espagne, alors donc géographiquement, quel est le futur de vos achats pour 2021? Alors aujourd'hui, les trois pays, enfin les quatre pays que tu as mentionnés restent toujours d'actualité. On trouve aussi notre bonheur en France. Il faut savoir que la France est le deuxième marché immobilier le plus liquide en Europe après l'Angleterre. L'Angleterre, on n'y touche pas parce que Brexit, couverture de change, etc. Donc c'est pas une plus grosse taille des actifs. Donc on n'a pas vraiment on n'a pas de velléité à aller sur le marché anglais. Par contre, le marché français reste attractif pour nous avec une diversification importante. Le marché belge nous est très intéressant aussi. Donc, on est principalement sur la région bruxelloise.
Le Luxembourg, on a un tout petit actif au Luxembourg, mais c'est tilonesque pour notre portefeuille. Le Luxembourg est un marché très spécifique, un marché qui est cher. C'est un des pays européens avec la plus grosse croissance, avec le plus grand PIB par habitant et un des plus grands pouvoirs d'achat. Donc, c'est un marché qui offre des rendements, mais faibles pour un acheteur immobilier. Le Portugal est un pays que l'on connaît bien. C'est un pays qui a une bonne infrastructure. C'est un pays mais aussi qui est un des pays les plus attractifs en termes de main-d'œuvre en Europe. Quelque part au Portugal, c'est un petit peu une manufacture de l'Europe en termes sur certains produits, et notamment des produits à forte consommation de main-d'œuvre. Tenant compte du salaire minimum qui est extrêmement bas au Portugal. Donc, on investit principalement dans la région de Porto et Lisbonne. Et on va acheter un actif en Espagne, à Valencia, qui est un actif de logistique du dernier kilomètre. En fait, c'est un actif de logistique qui est entièrement automatisé et qui regroupe les médicaments enfin, des stocks de médicaments qui approvisionnent toutes les pharmacies de Valencia, en Espagne. Donc voilà, c'est un actif assez niche. Et donc voilà, ce type d'activité qu'on aime bien acheter. Donc la logistique du dernier kilomètre, là pour le coup en Espagne, mais on l'a fait aussi à Lisbonne, parce qu'ils offrent des rendements qui nous semblent encore intéressants, proches des 7% de rendement entre le loyer et l'actif. Par contre, ni en Belgique ni en France, on ne peut plus obtenir ce type d'actif avec ce type de rendement. D'accord. Merci pour ces éléments-là. On va passer sur l'investissement lui-même et notamment la capacité d'avoir des revenus. Donc, je rappelle que Venture Real Estate, ce sont des investissements à partir de 125 000 euros. Donc, du coup, il y a des frais qui sont beaucoup moins chers que les SCPI parce que le ticket minimum est plus élevé. Que l'on peut mettre ce support dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais aussi on peut l'acquérir en direct. Que la part existe en distribution d'un côté et en capitalisation de l'autre. Mais pour les personnes qui voudraient avoir un revenu régulier, nous, notre vision, et tu vas nous l'expliquer, il vaut mieux peut-être fonctionner avec un revenu annuel que l'on anticipe et que l'on organise plutôt que de fonctionner avec un revenu trimestriel. Donc, je te laisse commenter un peu la diapositive sur la bonne stratégie à appliquer pour nos clients. Tout à fait. Donc, c'était une question que l'on a abordée avec Louis et son équipe. C'est de voir dans quelle mesure on peut organiser des revenus issus du fonds venture et quelle est la forme optimale de génération de ces revenus. Donc, voilà, le fonds venture, comme le disait Louis, c'est un fonds professionnel qui s'adresse à des professionnels. Et qui a une velléité à avoir des niveaux de frais qui sont faibles, tout simplement parce que déjà l'équipe de gestion est fortement investie dans le fonds, et donc notre velléité c'est d'avoir le véhicule avec la meilleure performance, mais néanmoins forcément les frais qui nous permettent de grandir et de continuer à acquérir de l'expérience sur certains marchés. Donc pour assurer la bonne marche du fonds. Donc, par rapport à ça, certains investisseurs ont velléité à recevoir en revenus. Donc, par rapport à ça, Venture a deux types de parts. Il y a une part de capitalisation, donc qui capitalise année après année, et une fois que vous les vendez tout ou partie, vous créez une plus-value. À côté de cela, donc ça c'est la part d'essai que vous voyez sur l'écran. Donc, c'est la part de capitalisation. Il y a une autre part qui est la part de distribution, qui, elle, distribue un rendement de 4,5% par an. Donc, c'est 1,125% par trimestre. Et donc, plus ou moins une petite soulte de capitalisation en fonction de l'évolution des actifs immobiliers. Donc, par rapport à ça, le point était de se dire, est-ce que pour un client qui a besoin de revenus, est-ce qu'il est plus intéressant d'investir dans la part de distribution et d'obtenir son revenu de façon systématique et trimestrielle de 1,125%, ou alors vaut-il mieux investir dans la part de capitalisation et à certains moments de l'année, ou créer un revenu une fois par an
avec la capacité de générer un remboursement, donc un rachat de parts, une fois par an avec un préavis de 10 mois qui permet de ne pas avoir de pénalité. Et aujourd'hui, on le voit, il vaut mieux quelque part être en part de capitalisation, capitaliser ses revenus et avoir une valorisation plus importante et à un certain moment réaliser un rachat pour la quote-part que l'on désire obtenir en termes de revenus. Et donc, ce revenu sera qualifié de plus-value sur titre. Et de l'autre côté, la part de distribution qui sera un revenu trimestriel régulier et qui, lui, sera considéré comme étant un dividende. Donc, je pense que là, tout l'intérêt justement du conseil que vous avez, donc de Louis et de ses équipes, c'est justement de piloter ce remboursement et donc d'avoir accès à cette performance supérieure, mais de programmer ces remboursements à certains moments. Donc, ma recommandation en termes patrimonial serait celle-là, et c'est celle que l'on a identifiée avec Louis et ses équipes. En fait, en Belgique comme en France, hein, par rapport à la fiscalité, il vaut beaucoup mieux faire un rachat annuel parce que cela sera considéré non pas comme un revenu, mais une partie seulement du rachat sera considérée comme de la plus-value, une petite partie, donc du coup on sera faiblement taxé. D'autre part, juste pour le premier rachat, comme il y a 10 mois de préavis, il faut attendre d'avoir connaissance de son investissement. Donc globalement, le premier rachat se fera 13 mois après l'investissement, globalement 13 ou 14 mois, et après, on pourra faire quelque chose qui sera annuel en termes de rendement, et on se rend compte que ça sera bien meilleur, tant fiscalement que économiquement. Dernier petit point avant que l'on passe aux questions, la valorisation IFI, spécificité française, mais ce fonds a justement un intérêt très particulier, c'est bénéficier de revenus dans des conditions intéressantes comme nous venons de le voir, beaucoup mieux que des SCPI, et dans un deuxième temps, ne pas être intégré ou être intégré pour une très faible part à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors là, Raphaël, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, par rapport à cela, donc, comme je l'ai répété, l'investissement est un investissement avant tout patrimonial. Donc, par rapport à cela, la fiscalité est un point patrimonial que tout le monde essaie de maîtriser. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons étudié donc, justement l'impact IFI par rapport à notre fonds. Et donc, on a travaillé avec les cabinets d'avocats en France, justement pour maîtriser ce point. Et aujourd'hui, la base d'IFI de notre fonds correspond à un pourcentage de 5, un peu plus de 5%. Donc ça veut dire, je prends un exemple, quelqu'un qui investit, un professionnel qui investit 1 million d'euros, eh bien, il va avoir une base taxable sur 50 000 euros. Donc le IFI va se calculer sur une base de 50 000 euros. Donc ça, c'est aussi toute la structure qui a été mise en place avec une réflexion aussi par rapport à l'IFI et comment optimiser ce point. Et donc ça aussi, ça fait partie de la vue patrimoniale au même sens que la diversification dans nos actifs, la diversification dans nos typologies de locataires, de baux, la partie fiscale et notamment l'IFI en est une aussi. Bon, écoute, merci Raphaël pour ces réponses. J'avais promis qu'on ferait une première partie avant les questions qui serait assez intense. Donc, merci Raphaël d'avoir répondu. Maintenant, vous pouvez poser des questions si vous en avez. Donc, vous avez un petit onglet questions, vous levez la main ou vous posez la question par l'onglet questions. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un SMS puisque quasiment tout le monde a mon SMS pour m'envoyer une question. Il y en a un qui gentiment m'a envoyé la photo de la rando qu'il est en train de terminer en me disant bah, je ne peux pas être là parce que je suis en train de terminer une rando en montagne. Manifestement, il fait beau dans les Alpes aussi. Donc, m'envoyez pas forcément des photos de ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez fait, mais plutôt des questions ou si vous avez des questions à poser, vous levez la main sur quelque chose qui n'aurait pas été abordé. Et si vous n'en avez pas, moi j'en aurais une. Donc je regarde sur l'écran de contrôle si jamais il y a des questions. Julien aussi peut poser une question si jamais il estime qu'on a oublié un aspect. Et je vois que tout le monde. Donc pour l'instant, je n'ai pas de questions qui arrivent. Philippe, qui m'en avait posé une tout à l'heure, peut très bien me poser une question, puisque là j'ai vu que lui savait la poser.
Aujourd'hui, donc le temps que vous décidiez à poser la question, moi j'en ai une, une qui concerne l'effet de levier du crédit, puisqu'en fait, pour faire une performance intéressante, vous avez décidé d'utiliser l'effet de levier du crédit globalement à hauteur de 40% du fonds maximum. Aujourd'hui, Là où, on est plus on navigue entre vers 50%, et je vais expliquer peut-être pourquoi. Oui. vas-y, je t'écoute. On Donc, t'écoute. le levier est important pour nous parce que comme chacun le subit, le cash n'est pas rémunéré, mais de l'autre côté, être emprunteur est un vrai, au taux actuel, est un vrai facteur de création de richesse. Aujourd'hui, on constate que les niveaux de rendement enfin de spread, d'écart, pardon, entre le coût de l'argent et le rendement immobilier reste constant entre 5 et 6%, dépendant de la typologie d'actifs. Donc, il y a une vraie valeur à emprunter, notamment dans la partie immobilière, et d'investir avec un certain niveau d'effet de levier. Donc, aujourd'hui, notre effet de levier, il est un peu moins de 50%. Et donc, est clairement créateur de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cela, on veut bien en maîtriser les paramètres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un pôle bancaire qui est constitué d'un peu moins de 20 institutions financières. Et ceci nous permet d'avoir comme politique de s'engager uniquement sur des taux fixes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'aléa entre le niveau de notre loyer et le niveau de coût de notre dette. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, on veut vraiment avoir une vue certaine par rapport à ça. On est en crédit amortissable, c'est-à-dire que chaque année, on rembourse entre 5 à 6% de notre dette. Donc ça, c'est un point extrêmement important dans la construction de la performance et dans la construction de la solidité du fonds. C'est qu'en fait, on n'a aucun crédit in fine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, quelqu'un enfin, une institution qui a des crédits in fine ou une certaine part de ces crédits in fine, eh bien, est soumise à un remboursement à une date donnée. Et si elle n'a pas la liquidité pour y faire face, elle doit vendre en catastrophe des immeubles pour pouvoir répondre à ses engagements. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on s'interdit. Et je pense que ça, c'est rare. Par rapport, pour bien comprendre les 50%, par rapport à ton parc de l'ordre de 220 millions d'euros ou 240 millions d'euros, la dette Oui. représente 120, 110, 120, ou est-ce que la dette représente un pourcentage des apports et qui est moins important? Juste pour bien comprendre. Aujourd'hui, sur l'effet de levier du fonds, on est à 50%, c'est-à-dire qu'on est on a un patrimoine d'un peu plus de 240 millions et on a des actifs pour un peu plus de 125 millions. Tu veux dire du passif pour 125 millions à peu près. Oui, exact. Oui, tout à fait. Donc, on a des bâtiments, donc on a des actifs qui valent 240 millions pour faire simple, et on a du capital en fait dans ces actifs pour 125, un peu plus de 125 millions d'euros. Donc une partie de la, Donc, on est un peu moins de 50% en fait. en fait, une partie de la performance est toute bête, toute simple, c'est que à partir du moment où il y a du désendettement automatisé, puisque comme vous êtes sur de l'amortissable, eh bien, une partie de la performance se fait par l'effet simplement du désendettement, puisqu'en fait, la valorisation du fonds, c'est l'actif moins le passif, et à ce moment-là, le désendettement, on a obligatoirement de la performance. Oui. Et donc, par exemple, si à un certain moment on décide de ne pas acheter d'actifs, eh bien mécaniquement notre niveau de levier financier baissera de 5 à 6% par an. D'accord. Une question de Jean qui nous demande quel est le délai de liquidité. Donc, en fait, tu vas nous expliquer la politique de la liquidité, sachant que là aussi, fonds patrimonial dit volonté de maîtriser les flux entrants et sortants. Exactement. Donc ça, c'est un point très important et c'est un point aussi très important pour l'investisseur. Euh, Venant du monde financier, les dégâts que l'on a pu constater au cours des années 2008-2009, par la crise financière, au niveau du monde des hedge funds, n'étaient pas dus au fait que les gérants de hedge funds étaient mauvais. Au contraire, c'est des équipes très spécialisées qui étaient relativement performants.
Par contre, c'est l'asymétrie qu'ils avaient créée entre leur véhicule d'investissement et leur sous-jacent d'investissement financier. J'entends, ils avaient créé des fonds qui avaient une liquidité, par exemple, qui était bimensuelle ou mensuelle, mais par contre, ils avaient des sous-jacents avec une liquidité trimestrielle ou semestrielle. Et donc, à la fin, quand des clients ont voulu sortir à un certain moment, eh bien, il y a eu des sorties des fonds sur des timings qui étaient courts, avec eux des sous-jacents qu'ils pouvaient mobiliser, mais sur des délais beaucoup plus longs. Et donc, c'est comme ça que des hedge funds ont eu de gros problèmes. Et donc, par rapport à ça, il faut être clair, l'immobilier, ce ne sont pas des valeurs liquides, nous ne sommes pas sur des foncières cotées, donc on est vraiment décorrélé des marchés financiers, donc on est sur des actifs physiques, ça c'est très important. Et ces actifs physiques, eh bien, on ne les achète pas en un mois et on ne les vend pas en un mois non plus. Le délai d'acquisition pour un immeuble est environ de 7 à 9 mois. Et le délai de vente d'un immeuble prend plus ou moins, dépendant des immeubles ou des opportunités, mais de façon moyenne, entre 6 à 12 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons instauré des pénalités pour des clients qui souhaiteraient retirer les fonds sur des timings qui soient très courts. J'entends, le fonds a une liquidité qui est trimestrielle. Pour chaque trimestre, chaque fin de trimestre, c'est le trimestre calendaire, on peut soit rentrer dans le fonds ou en sortir. Alors en rentrée, il y a pas de souci, on peut y rentrer à chaque fin de trimestre. Et d'ailleurs, et je vais faire la comparaison par rapport au SCPI, notre fonds professionnel, eh bien, la performance de l'investisseur court à partir du premier jour qui suit cette fin de trimestre, donc son investissement effectif. Contrairement aux SCPI qui ont souvent entre 6 et 9 mois de latence et donc pendant lesquels l'investissement du client n'est pas productif. Nous, on est productif au premier jour qui suit la fin de trimestre et donc l'investissement du client. Donc ça, c'est une différence notable. Par contre, au niveau du remboursement, donc on peut vendre toute ou partie de son investissement à chaque fin de trimestre. Mais par contre, justement, pour ne pas avoir de problématiques de liquidité, telles que je l'ai mentionné pour les hedge funds, eh bien, nous avons adopté le principe suivant. Un investisseur qui voudrait vendre une partie de son investissement en nous prévenant 10 mois à l'avance, eh bien, il peut sortir sans pénalité. Donc, 10 mois en avance, ça veut dire que il aura son argent environ sous les 12 mois. Parce que on a une notice période, donc la période je dirais d'information comme quoi le client va sortir, eh bien, est de 10 mois. Pendant ces 10 mois, il touche bien évidemment sa performance. Ensuite, au bout des 10 mois, la valeur liquidative du trimestre est calculée et ensuite, 60 jours plus tard, l'argent est payé définitivement au client. Donc, c'est entre le moment où il nous annonce sa sortie et le moment où il a effectivement l'argent, ça prend 12 mois. Si maintenant, il nous prévient 7 mois en avance, il y a 5% de pénalité, c'est-à-dire que ces 5% ne vont forcément pas revenir à la société de gestion, mais vont revenir aux autres investisseurs du fonds pour les dédommager d'un investisseur qui est un peu plus volatile. Quelqu'un qui voudrait l'argent sous 3 mois, donc là, clairement, ça ne fonctionne plus par rapport au timing moyen de vente des actifs immobiliers. Donc, clairement, quelqu'un qui rentre dans ce type de stratégie de vente avec un préavis de 3 mois, clairement, il pourrait détruire de la performance pour les investisseurs existants. Donc là, il a une pénalité de 15%, c'est possible, il a une pénalité de 15%. Et celui qui veut avoir son argent dans les 30 jours, donc c'est complètement irréaliste par rapport au sous-jacent immobilier. Mais là, de mémoire, ça n'est jamais arrivé. Donc, je pense que la pénalité est de 20%, 20 ou 25%. Donc voilà, c'est vraiment un investissement qu'il faut considérer sur le moyen long terme, avec des capacités de sortie, avec un préavis de 10 mois et donc une sortie sans frais. Donc voilà vraiment comment il faut le considérer l'investissement. De toute façon, de notre côté, si jamais vous avez un client qui avait un besoin urgent de liquidité, on sait l'accompagner pour lui trouver une liquidité temporaire, quitte à mettre le fonds en garantie de cette liquidité temporaire pour pouvoir lui permettre de respecter ce délai-là. Tu as cité plusieurs fois le terme de fonds professionnels. Les investisseurs qui sont ici et qui assistent à ce webinaire ne sont pas des professionnels, ce qui veut dire que est-ce qu'il y a un moyen pour eux, ou est-ce que ceux qui sont déjà investis se posent la question, mais finalement, avais-je le droit d'investir sur ce fonds, ou est-ce que
réglementairement parlant, il y a une solution d'être professionnel uniquement pour cet investissement. Est-ce que c'est légal en quelque sorte? Alors, par rapport à ça, le caractère professionnel, en fait, est régi par les critères édictés par l'AMF. Donc, en France, donc pour un résident français, pour d'autres pays, ce sont d'autres critères. Mais donc, par rapport à ça, un investisseur qui veut investir dans le fonds doit le faire, doit être qualifié de professionnel, donc au sens de l'AMF, ou investir au travers de contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois pour lesquels, en fait, comment dire, le souscripteur de l'assurance est créancier de l'assurance, mais c'est effectivement la compagnie d'assurance qui possède des actifs. Juste pour vous rappeler, un investisseur donc il peut être professionnel sur option. Pour être professionnel sur option en France, pour un placement donné, que faut-il remplir comme critère? Il faut remplir 2 des 3 critères suivants. Le premier critère, c'est d'avoir occupé un poste, une fonction pendant au moins 2 ans qui permet d'estimer qu'on est un investisseur professionnel. Un directeur, un DAF par exemple, un expert comptable, un banquier, un assureur, ainsi de suite, peut cocher cette case. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas de vous ici. Deuxième cas de figure sur les 3, avoir un patrimoine financier de plus de 500 000 euros. Eh bien, vu les 125 000 euros minimum d'investissement, il est évident que nous ne proposons cet investissement qu'à des gens qui ont un patrimoine financier supérieur à 500 000 euros. Maintenant, il reste la troisième question du questionnaire à laquelle il faut obligatoirement répondre oui, c'est faites-vous régulièrement plus de 16 opérations financières par trimestre? Alors, ça varie un peu pour le nombre exact. Et là, la plupart du temps, on met oui. Alors, la question, j'ai eu souvent la question de dire, mais finalement, moi, je ne fais jamais 16 opérations d'investissement. Mais en fait, quand on va dans les textes, quand on regarde dans les textes en profondeur, quelqu'un qui investirait de l'argent, par exemple, dans une plateforme de crowdfunding, va commencer par alimenter le compte qui va servir à cela, première opération financière. Deuxièmement, il va le mettre sur le wallet, donc sur le porte-monnaie électronique de la plateforme, deuxième opération financière. Troisièmement, ça va être investi dans l'opération, quatrième opération financière. Pour peu qu'il ait un revenu ce trimestre-là pour l'opération, ça fait une cinquième opération financière. Donc en fait, le critère AMF fait qu'on est très très vite dans les 15 ou 16 opérations par trimestre qui permettent de remplir cette case en toute connaissance de cause et en toute validation du profil d'investisseur professionnel. Le plus important dans tout ça, à notre vision, c'est d'avoir un patrimoine personnel supérieur enfin un patrimoine financier supérieur à 500 000 euros. Je pense que là-dessus, tu me rejoindras, Raphaël. Oui, tout à fait. Donc là, je dirais, moi, je suis luxembourgeois, donc je navigue entre d'autres critères, mais oui, je te rejoins. Y a-t-il d'autres questions, des sujets que nous n'aurions pas abordés? Nous, de notre côté, on a abordé l'essentiel, sauf si Raphaël veut rajouter quelque chose. Je ne vois pas d'autres mains se lever. Sachez en tout cas donc que si jamais vous vouliez investir pour ce trimestre, c'est un peu court. Ce n'est pas impossible, mais vraiment, il faudrait avoir les fonds demain ou après-demain. Par contre, vous pouvez vous préparer pour investir au trimestre prochain ou le trimestre suivant. De bien retenir un avantage que l'on n'utilise pas toujours, qui est l'investissement est immédiat, contrairement à beaucoup de SCPI qui nous donnent un délai de 3, 4, 5, 6 mois. Et puis ensuite, la stratégie de revenu, vous avez compris qu'il fallait être un tout petit peu astucieux par rapport à cette stratégie-là pour avoir le meilleur revenu possible. Et enfin, un des avantages majeurs, c'est le patrimoine imposable à l'IFI. Souvent en France, on fait de la nue propriété des SCPI pour ne pas être taxé à l'IFI. Mais là, on peut être plein propriétaire, avoir un revenu et n'être taxé que sur 5% sur la base IFI. Un petit mot pour la fin, Raphaël, même si tu as tout dit, à part nous dire de... Voilà, je vous souhaite tous beaucoup de courage pour l'année 2021 et je pense qu'au niveau, au niveau de la diversification et de l'organisation patrimoniale, je reconnais toute la qualité de Montaigne et de Louis et toute la force je dirais, d'analyse de tes équipes et je vous en remercie. Bon, bien écoute,
Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas, d'avoir assisté à ce webinaire, à ceux qui le regarderont en différé. Et puis, la semaine prochaine, nous nous retrouvons sur le cas de Finexcap, qui finance de la finance commerciale, avec des rendements qui encadrent le tien. Merci, Raphaël. Merci à vous tous. Je vous souhaite Merci à une très tous. bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir.